Alors de cette première conférence, Philippe Mignalan nous avait évoqué un peu son travail, en insistant notamment sur le fait qu'il prélevait dans le réel, justement, de manière à... voilà, qu'il prélevait dans le réel pour en saisir l'imperceptible, c'est le mot que tu avais employé à ce moment-là, et pour le reconstituer de manière différente, sublimée et gracieux, pour réutiliser encore une fois un mot qu'il avait employé, que tu avais employé. Tu avais aussi évoqué ce qui était important selon toi, hein, c'est ta porosité aux arts, en insistant aussi sur le fait qu'effectivement, tu étais imprégné d'autres auteurs, d'autres artistes, de tout genre, de tous arts aussi. Et je pense que voilà, c'est sur ce point que tu comptes insister lors de cette conférence. Exactement. Vous allez voir tout à l'heure quelques tableaux, et je dirais pourquoi ces tableaux et pas d'autres. Et puis il y a nos deux photographes aussi contemporains, et on dira aussi pourquoi ces tableaux. Mais d'ailleurs, d'abord chronologiquement, je voulais donner un peu les chocs que j'ai eus. J'ai commencé à écrire en 80, on va dire, 1980. J'étais avant prof de lettres, et j'ai toujours fait du théâtre aussi en même temps. Et j'étais comédien ensuite jusqu'en 90 et quelques. Et puis ensuite, je n'étais qu'auteur de théâtre et aussi formateur d'acteurs. Je fais énormément de formation d'acteurs dans des conservatoires, des écoles et puis des stages qu'on appelle stages AFDAS, où je travaille sur le corps de l'acteur dans l'espace qui se coltine avec des textes de théâtre, qui est pour moi, un vrai sujet inépuisable de ce laboratoire qu'est le théâtre. Alors la première chose que je citerai, je vais tout de suite lire quelque chose, puis on en parlera après. C'est mon ami qui va poser les questions. Joseph, ma biographie, eh bien, je l'ai déjà. Quand je suis venu au monde, mon père m'a déjà maudite, et ma jeunesse s'est passée comme ça, rien que des coups, rien que des beignes, et pas du tout d'amour de la part des parents. La mère déjà plus, du père rien du tout, il ne m'a pas du tout regardé. Il a dit à ma sœur qu'elle devait me marcher sur les doigts, me taper sur la tête. Ma sœur ne l'a pas fait, parce qu'elle a dit « Pourquoi donc ?» Elle ne m'a rien fait. Ma sœur, il l'a par les cheveux, parce qu'elle avait fumé un mégot de cigarette, tu comprends. La chose l'a cafardée, et ensuite il l'a tirée du lit par les tresses et dans l'escalier. Alors je me suis dit, celle-là, il va la bousiller. Je suis sorti, j'ai tellement crié « Mon père amoche ma sœur !» Mon père amoche ma sœur, la madame Speth est venue. Elle a dit « Pour l'amour de Dieu, arrêtez donc, vous allez mettre la gamine en morceaux. » Après ça, il a arrêté. C'est parce qu'il m'a battue et encore toujours battue que je ne suis pas venue au monde intelligente. Rien qu'à cause des coups continuels, je suis devenue bête. Oui, je ne suis pas venue au monde intelligente. J'ai été en faiblesse d'esprit. Comme faiblesse d'esprit, j'ai été mise sous tutelle. C'était Atzwiefelten. Faiblesse d'esprit, parce que, comme ça, je n'arrivais rien à retenir. À l'école, je suivais bien. Seul, je ne pouvais rien faire. Regarde ici, maintenant, il faut que j'aille là-bas, là-dedans, au prud'homme, à cause de ma pension. Voilà qu'ils m'ont payé une fois 108 marks de trop, je dois rembourser tout ça. D'où est-ce que je dois les prendre, les 108 marks? Mon Dieu. Et à Tübingen, il m'a marié avec le marchand de bestiaux. Là, il a fait mettre une annonce. Maintenant, il devient temps que tu te maries. Parce que la maman aussi, il l'avait chassée à force de coups. Et là, il a passé une annonce, et il y a écrit dedans « Cherche un mari pour ma fille, 3000 marks de dot ».
mais que le marchand de bestiaux n'a pas du tout vu. Ensuite, il est venu. Là, il est venu. Il avait 49 ans. 49 ans. Et moi, j'en avais 21. D'un cancer du poumon, il est mort. Celui-là, c'est aussi le diable qui est venu le chercher. Là, la belle-mère était là. Là, le Bernard était là. Là, la Loïs était là. Et le Joseph était là, le mari. Rien que des frères et de la belle-mère. Direct donc, comme une affaire de vache, il a mené ça, mon père, comme une affaire de vache. La chose, c'est à Trudering que je l'ai d'abord, donc il est venu d'abord. Il aurait eu une envie pour la Léna. Avec la Léna, ça n'a pas marché. Non, non, c'est celle-là que tu épouses, c'est celle-là que j'ai mis en annonce. Bon, je ne sais pas si je vois qu'il y a un silence de mort dans la salle. En général, quand je lis ce texte, les gens rient beaucoup, mais évidemment, ce n'est pas très drôle. Je dois bien reconnaître. Et ça dure comme ça pendant tout le livre. Et c'est une histoire vraie d'une femme qui était née, lui, il est né le 23 novembre 1938 à Munich, cet auteur, Herbert Hartenbuch. Et la femme, la vraie femme, c'est une histoire vraie. Elle est née en 1914 à Brück, près de Landshust, en Bavière, et elle est morte en 67. Mais ce qui... Alors, je te laisse parler. Voilà le choc que j'ai. Je vous dirai après les conséquences de ce choc, mais il va demander... Je vais demander. Je crois qu'il vient de le faire plus ou moins en même temps, mais non. effectivement, donc cet auteur-là s'impose comme un choc pour toi, visiblement. Les premières pages sont assez révélatrices de certaines choses déjà qu'on peut voir poindre aussi dans ton œuvre à toi. Ici, justement, alors qu'est-ce qui, dans ce traitement du fait réel, t'intéresse? Qu'est-ce qui fait chez Hartenbuch, justement, qu'il t'a plu? Parce que d'abord, bon, c'est une traduction, hein, et c'est écrit en charabia, en total charabia. Vous avez remarqué, c'est déjà totalement incorrect. Et je pense que la traduction, ma foi, il a fait ce qu'il a pu pour essayer de redonner l'idée de cette langue barbare, archaïque, qui est vraie. Je pense à un autre auteur, je fais une parenthèse, qui s'appelle Synge, tu sais, et il a écrit Synge, qui est irlandais, comme les marins irlandais. Donc ça donne du charabia. Les verbes ne sont pas dans le bon ordre, les pronoms non plus. Donc comment retranscrire ça? C'est très difficile. C'est ça qui m'a bouleversé en fait. Ce n'est pas une langue académique, c'est une langue nouvelle pour moi, pour mon oreille et mon œil. C'est une langue qui m'a bouleversé, qui m'a fait rire, donner des frissons. Et alors, surtout, ce qui m'a sidéré, c'est ça. Sur la scène, une cage. Ça a fait un bruit. Moi, je n'étais pas encore à Paris, j'étais encore dans l'enseignement. C'était créé en 80 à Caen, par Claude Hirsin. Sur la scène, une cage, un poulailler qu'un grillage clos par devant. À l'arrière-plan, des hébrides blanches sont perchées sur des barres. Du côté droit, en longueur, il y a un lit. Au centre, une table derrière laquelle Joseph est debout. Sur la table, un gros réveil bon marché fait tic-tac avec un bruit de fer blanc, des boîtes de café, un moulin à café électrique, une cafetière et une grande tasse, un réchaud avec une marmite pleine d'eau, une boîte munie d'une étiquette poison, bien visible. Au premier plan, une marche en contrebas dans l'ombre. Elle là est assise et regarde un téléviseur qui diffuse le programme du jour. Hors de la cage, il n'y a aucune lumière. Joseph est le fils. Il porte une perruque fabriquée par lui-même au moyen de plumes de poule et porte une robe tablier. Il ne laisse aucun doute. Il est la mère. Il s'occupe continuellement avec les accessoires du café. Le café terminé, il se l'offre à Ella et au public. À la fin, il imbibe de cyanure un morceau de sucre et remue, boit, s'écroule avec fracas. Cela fait lever Ella, qui, à la vue du mort, s'affaisse, hurle, et en hurlant, déchire sa robe tablier, donc elle est toute nue, et court en rond nue dans la cage.
jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, et là, c'est la mer. Alors ça, je dois dire que ça m'a marqué profondément, parce que comme tout le problème des écrivains, je crois, de théâtre, mais pas que de théâtre, de peintres, de photographes, de tous les artistes qui existent, c'est de prélever, comme l'a dit Jérôme, le réel et de le magnifier, de le délocaliser, de l'emmener ailleurs et d'atteindre ou une allégorie, ou une légende de l'humanité, et de trouver un procédé, un simulacre qui n'est propre qu'au théâtre. Et alors comment est-ce qu'on passe à la figure, justement? Alors, je n'ai pas vu le spectacle, ça a été repris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs par Claude Yersin, il y a quelques années, j'ai vu ça dans les journaux. Puisqu'il parle à la place de sa mère, alors il n'y a aucune idée de psychanalyse, c'est pas l'époque, c'est pas l'Amérique non plus, je crois que loin de toute idée de théorique ou rhétorique sur ce genre de thérapie, je crois que seulement c'est une vision. C'est-à-dire, je pense que l'artiste a une vision. Alors, il paraît que Artenbourg est un ami de la bouteille, qu'il est souvent ivre-mort, enfin qu'il l'était, je ne sais pas s'il l'est encore. Peut-être est-ce une vision alcoolisée, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Toujours est-il qu'il nous donne à voir un endroit du théâtre inédit. Alors quand c'est inédit, c'est épatant. C'est politique, c'est artistique, c'est sidérant, c'est une commotion pour le lecteur. Et je me souviens, dans ma province, j'ai entendu parler de ce spectacle comme d'une chose extraordinaire, exceptionnelle. Donc le fait de bousculer l'horizon d'attente, pour toi, c'est un gage de qualité au théâtre? Oui, parce que, comme tout le monde, moi j'habitais à Sochaux, mon papa était ouvrier à l'usine Peugeot, et j'avais du coup droit, tout seul, à l'avant-scène théâtre. Personne ne lisait l'avant-scène théâtre avec moi. Alors ça sentait bon, c'était tout neuf, tout propre, etc. Et je lisais toutes les pièces des années 60, 70, j'étais encore au lycée, et c'était « je te parle, tu me réponds ». Alex parle à Betty, et Betty répond à Alex. Au moment, j'en avais un peu marre, je me dis, le théâtre, oui, c'est bien, mais enfin, bon, c'est toujours pareil. Et puis c'était un peu sordide, c'est toujours un peu des scénarios renouvelés. C'était le théâtre anglo-saxon qui est toujours un peu dans le documentaire, dans l'hyperréalisme, voire le naturalisme. Et je crois que mes choses intérieures avaient besoin d'autre chose. Et là, pour moi, ça a été comme un rideau qu'on déchire. Je me dis, on peut faire autrement. Alors, il y a d'autres poètes qui font autrement. Et donc, du coup, moi, je me suis permis d'écrire chambre. Je dis tous ces mots-là pour une personne qui dit tout, qui déballe son histoire à partir de faits divers. C'était en 86. Et c'était au programme du bac théâtre il y a en 2001, pardon. Et qui est aussi comme ça une langue qui n'est pas correcte, une langue, on va dire, du lumpen prolétariat, mais une langue qui a des réserves de cette émotion incroyable d'entendre un mot qui est déplacé, qui est réinventé. Vous avez des questions, Jérôme? Jean-Jacques. Donc, je pourrais comme ça vous lire jusqu'au bout. C'est tout à fait étonnant. C'est de plus en plus sordide, évidemment, mais en même temps, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que, vous savez, en art, il faut toujours deux couleurs, et pas une seule. Si on n'est que tragique, c'est emmerdant. Si on n'est que comique, ma foi, il faut vraiment être un génie pour que ça marche. Mais il faudrait les deux. C'est Victor Hugo qui disait déjà dans sa préface de Cromwell, il faut le sublime et le grotesque. Et là, je trouve qu'il y a ça. C'est épouvantablement sordide, mais la façon de parler de cette femme, enfin de cet homme-femme, parce que c'est lui qui parle au nom de sa mère, c'est Joseph qui parle, et cependant, et en plus il se tue à la fin, c'est comme un immense mélodrame, mais le traitement est tout à fait différent.
Et c'est vrai, quand c'est différent, pour un jeune artiste, c'est un cadeau extraordinaire. Avec le travestissement qui contribue quand même à ce côté burlesque. Et c'est Justement. ça, absolument. On imagine, c'était Jean-Claude Frissoum qui jouait ça, qui était déjà, je crois, un homme mûr, habillé avec des plumes de poule sur la tête, un tablier de sa mère, elle à poil dans le poulailler, et les poules, et l'odeur des poules. J'imagine que pour le spectateur lambda, ça doit être un choc olfactif et sensible énorme. C'est comme quand Langhoff a monté au Nil avec des vrais chevaux sur scène. Ça puait la crotte de cheval. C'était à Nanterre, et c'était après Chéreau, c'était extraordinaire. Après le luxe bourgeois, on avait à coup la crotte de cheval, des bourrins qui faisaient ça pendant le spectacle, et c'était pas prévu, des poules qui crottaient, qui avançaient. Je trouve que toutes ces ouvertures du plateau à l'inédit est toujours, pour moi, toujours bienvenue, parce que c'est salubre. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. C'est un mouvement, l'écriture, là, c'est un mouvement. C'est une série de mouvements. Il faut les capturer au bon moment. Ce qu'on voit d'ailleurs dans tes textes aussi, puisque ton écriture, ta dramaturgie a beaucoup évolué quand même depuis le début. Ben, je considère que quand on me dit qu'est-ce que tu fais, j'écris. C'est-à-dire que j'écris pas une histoire, j'écris plein d'histoires bien sûr, mais j'écris. C'est-à-dire que j'interroge l'écriture, j'interroge ma table, j'interroge le laboratoire de l'écriture, et je ne fais rien sans avoir mis un plan au préalable, sans avoir des tas de documents, soit d'articles de journaux, soit d'autres bouquins que j'ouvre, et il y a un mot, je vois voiture, ou je vois ventre, et c'est un starter, c'est du carburant, tout à coup. Alors, il vient de faire reparaître aux éditions de l'Arche, à Artenbourg, 2 textes, La chaussette et le pantalon. Je ne suis pas sûr que ce soit ça exactement, mais c'est pas très bien, franchement. Et Ella, qui réédite. Et puis alors après, je continue, je me dis, tiens, ces Allemands, ils me plaisent bien, moi. Alors, je lis, en étant dans ma province, à Sochaux, que M. Régis monte une pièce avec M. Depardieu, Mme Jeanne Moreau, Mme Delphine Seyrig, etc., qui s'appelle La chevauchée sur le lac de Constance, un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Peter Handke, qui est encore un Autrichien. Et je suis pas allé à Paris voir le spectacle, mais j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup après d'extraits. Donc j'ai acheté le livre, évidemment. Et alors voilà ce que je lis. La scène est vaste, elle montre une partie d'un espace encore plus vaste. Le mur du fond constitue le fond de cet espace, il est recouvert, etc., etc., de portes tapissées, à tapis bordeaux, le mobilier, des housses sont très blanches, à droite il y a ça, à gauche il y a ça, il y a un siège à bras, il y a des fauteuils rembourrés, à droite il y a une table roulante sans housse, il y a une table à journaux avec une housse, et puis il y a une femme qui passe l'aspirateur, et puis c'est comme ça pendant 3 pages, et puis tout à coup, on voit Emile Jennings. On se dit, tiens, merde, c'est en caractère gras. C'est plus du Didascalie, ça. Mais c'est la même hiérarchie. Il n'y a pas de différence. Et il dit, Emile Jennings est assis à la table dans le fauteuil, les yeux fermés. C'est Michael Lonsdale qui a créé ça. Et les jambes sur le tabouret rembourré. Il est assez gros. Ses bottes sont posées à côté du tabouret. Il porte des chaussettes de soie rouge, un pantalon noir, une chemise claire ouverte au col. Il a l'air costumé, bien qu'on ne voit pas des indications de costume. Des ruchets assez longs aux manches de la chemise de soie, une écharpe de soie, etc. Très fardé, sourcils maquillés, à la main droite, dont les ongles sont vernis noirs. Il porte plusieurs grosses bagues. Il n'a pas bougé, etc., etc. Et ça commence 3/4 de page plus loin. Nous disions donc, dit-il d'une voix cassée. Il se racle la gorge, je répète d'une voix ferme. Nous disions donc un temps, un mauvais moment. Alors évidemment, pour ceux qui lisent ça, ils referment tout de suite le bouquin parce que c'est complètement flippant de lire ça. Quelqu'un derrière le paravent d'une voix cassée. Pourquoi ? Il se racle 2 fois la gorge, apparaît la 2e fois derrière le paravent et répète d'une voix ferme. Pourquoi ?
c'est Heinrich Georges, c'est Depardieu. Plus gros, plutôt gros, présentant également, il était jeune pourtant, c'est en 74, quelques ébauches de costume avec une veste gancée et des chaussures à lacets, il reste sans bouger. Et alors, je continue mes explorations, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, ça j'en ai toujours pas même aujourd'hui, et je comprends que Heinrich Georges et Emil Jennings sont des acteurs allemands très connus dans les années 30 et qui sont morts. Et donc je relis La Chevauchée sur le lac de Constance et tous les gosses ont appris à l'école cette ritournelle qui est à la fin du livre et qui raconte l'histoire d'un chevalier qui traverse la campagne et il cherche le lac de Constance. Et alors, il ne le trouve pas. Alors il va toquer à une porte de fenêtre, une fenêtre de ferme, et il dit « Bonsoir madame, je cherche le lac de Constance. » Il dit « Vous venez de traverser à cheval, il est gelé, je vous signale. » Et lui a tellement peur, rétrospectivement, il tombe mort. Voilà ce qu'on apprend aux gosses allemands, vous voyez. Et donc partant de là, il met en scène une série d'acteurs morts, et ces acteurs morts reconstituent tous les faits des gens entre eux, se désirer, se parler, se repousser, vendre quelque chose, etc. Donc c'est ce que j'ai appelé très vite un mystère laïque. Moi, quand j'étais en fac, j'ai fait une UV de Moyen-Âge. J'aime beaucoup le Moyen-Âge. Et le mystère, vous savez tous que c'est un théâtre de tréteaux qui était fait dans la rue et qui racontait les histoires du ciel, Dieu, les apôtres, enfin, les légendes de toutes ces choses-là. Et puis il y a un mystère laïque qui existe, mais on ne sait pas l'auteur. Il est, je crois, à mon avis, les exégètes me contredisent, qui raconte les histoires des gens. Et je me dis, ça c'est un mystère laïque. Ça raconte l'essence même des êtres. Ça raconte tout ça. Et souvent, je dis ça en parlant j'ose dire à propos de quelques-uns de mes textes et d'autres de mes amis, ou des toiles que nous verrons, c'est des mystères laïques. C'est-à-dire, on montre quelque chose, mais derrière, il y a toutes ces couches qui apparaissent, qu'on sent, qu'on devine, qui sont pas loin, qu'il suffit de peut-être qu'un metteur en scène de génie nous les fasse entrevoir. Tu connaissais La Chevauchée? Oui. Alors justement, c'est un théâtre de didascalie, quand même, dans l'ensemble, en 1974. Donc on est encore dans l'expérimentation à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce que Peter Handke a produit dans ta propre production, à toi, dans ta création? Eh ben, je veux dire qu'il a permis de lever, comme une patte qui se lève, de lever haut l'endroit même de la représentation des humains. C'est-à-dire, il montre les humains face à leur destin, comme on dit, face à des structures, face à des classes sociales. C'est un mot qui veut tout dire et rien dire, c'est un poète. Alors il y a des livres de Handke qui sont magnifiques. Les gens de ma génération ont sans doute vu La femme gauchère, qui est un livre absolument magnifique. Si vous n'avez pas lu, lisez-le. C'est un tout petit bouquin qui est en poche, qui raconte, je l'ai relu récemment, et je suis resté encore médusé de la brutalité, de la force d'invention. C'est un couple avec un enfant, tout va bien. Ils rentrent chez eux, la femme dit « Bon, écoute, salut, je m'en vais, on va se quitter. » « Mais tout va bien. »« Oui, oui, je sais, mais on va se quitter. » Et donc, elle s'en va. Elle va vivre ailleurs. Et lui reste tout seul. C'est un film qui a été fait par Handke. Et moi, j'étais jeune homme, jeune prof. Je me souviens que c'était un choc quand j'ai vu ce film, et pas que moi. Hein. La presse, les festivals, enfin, tout le monde a parlé de La femme gauchère. Et c'était avec une actrice à l'époque très, très réputée. J'avais le nom à l'instant sur la langue, mais il vient de partir. Ça, je le retrouvais plus tard. Et puis j'ai lu récemment Mon année dans la bête personne. Il habite à Chaville, près de Paris, dans sa maison tout seul. Il a presque 70 ans. Et ce gros livre d'initiation, de métamorphose, raconte sa vie au quotidien, sauf que c'est absolument pas du quotidien, comme on disait le quotidien, c'est-à-dire je me lève, je fais ceci, je fais cela. Non, il ouvre la fenêtre et c'est le miracle d'un chant d'oiseau, d'un inconnu qui passe, d'une porte d'auberge qui grince, de quelque chose qui tombe, d'un feuillage qui fait ça.
Et c'est-à-dire qu'il accorde à l'univers sa force d'apparition, sa force d'étrangeté. Il nous oblige à regarder ailleurs autrement et en détail. Et ça a été décisif de lire des choses comme ça, parce que ça ouvre des portes, évidemment. On se dit, on a le droit d'aller percevoir, parce que déjà de Baudelaire, les correspondances entre le haut, le bas, le large, et ouvrir large. Et c'est pas du théâtre de chambre, c'est pas des rives de chambre, même si ça se passe dans une maison et un jardin et un bois alentour, c'est bien plus. J'ai des choses à dire, Jérôme, peut-être là-dessus, sur ce qu'on appelle le quotidien, justement, ce qu'on appelait le quotidien en Allemagne. Parce qu'il y a évidemment tout un courant, Kreuz par exemple, qui raconte le sordide, comment des ouvriers qui n'ont pas de fric, pas à bouffer, la femme elle s'avorte elle-même avec l'aiguille à tricoter dans la cuvette en plastique. On a droit à tout ça. Ça a été le grand choc de l'année 70. Moi, j'ai rien vu de tout ça, mais j'ai lu Kreuz, qui c'est cette génération de gens entre 65 et 70 ans. Kreuz n'écrit plus, je crois. Et pas Handke. Handke, il est à part, il trace des chemins tout à fait ailleurs, qui frôlent parfois la légende. D'ailleurs, c'est des acteurs morts qui parlent, et nous, on ne les connaît pas, parce que c'est des figures du cinéma muet, la plupart. Janix, c'est muet. Entre-temps, j'ai lu dans des revues de cinéma, Elisabeth, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth quelque chose, c'est une actrice très célèbre dans les années 30 de cinéma muet. Donc c'est une drôle d'idée, ça. C'est comme la manigance de Hartenbourg, un garçon qui s'habille comme sa mère et qui devient la mère, et lui, c'est des acteurs morts qui parlent comme si c'était vivant. Parce qu'il y a un aspirateur, parce qu'il y a un tourne-disque, parce qu'il y a des choses vraies. Donc ça donne une ouverture, une ampleur tellurique, cosmique, onirique, qui est au-delà de... tu es venu à Valenciennes, oui, et tu as aimé Valenciennes, je ne sais pas. Bon, qui est un théâtre qui existe toujours. Hein. Jon Fosse en Norvège, il le fait, mais très génialement. C'est-à-dire qu'il le reprend après exactement pareil, 3-4 lignes plus loin. Tu es venu à Valenciennes, oui, tu as aimé, je ne sais pas. Ta mère, je l'ai vue tout à l'heure avec une canne. Tu es venu à Valenciennes, et ton père, il est où? Tu aimes Valenciennes? Je ne sais pas. Il y a... C'est comme un sculpteur, c'est comme quelqu'un qui fait un vase. Quand on assiste à la télé à ça, on croit que le vase est fini. Ah non, il n'est pas fini. Il y a encore un mouvement, 2 mouvements. Et tout à coup, c'est autre chose qui apparaît. Donc il y a l'idée de l'apparition. Alors il y a un autre auteur qui t'a beaucoup inspiré aussi, qui a fait partie de ces chocs justement, c'est Vinaver, que tu as pris là dans Les Travaux et les Jours. Alors j'étais acteur, donc je l'ai dit, et je me suis coltiné à ça en tant qu'acteur. Donc c'est mon corps qui a découvert. Et on a eu beaucoup de mal, parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Et puis c'est du langage... Je vais vous lire le début, c'était au bac. Juste après moi, c'est moi qui ai choisi Michel Vinaver pour me succéder en 2002-2003. Nicole, 1. Bon, il met 1. Un jour, ça aussi, un jour, il y a quelqu'un qui arrête de mettre acte, qui arrête de mettre scène, rideau, noir, et qui met 1. Ou qui met tableau, 1. Quelqu'un qui change de vocabulaire, simplement, déjà. C'est pas rien. 1. 74... non, je vais vous dire. 79. D'ailleurs, je fais une parenthèse avant de le lire. Vinaver, voyant que les élèves ne bitaient rien du tout, il a voulu tout changer le début pour le programme du bac. Et les profs lui ont dit « Ah non, ne changez rien, Michel, s'il vous plaît. » Voilà ce que ça donne. Alors, imaginez des gamins de 17 ans. Tiens, il y en a plein là. Nicole, on lui a déjà changé le moteur 3 fois. Yvette, j'ai cru mourir. Nicole,
un moulin neuf modèle aristocrate au prix du standard, c'est l'offre exclusive, Cosson à ses fidèles clientes chaque fois qu'il s'agit d'un cas irréparable. Yvette, oui, au fond du couloir, c'est moche d'être belle, c'est pareil si je me défends. Anne, ça lui arrache les entrailles, il faudra qu'elle s'y fasse. Bon, déjà, rien que là, vous commencez à flipper. Parce que vous vous dites, mais c'est qui a écrit ça? Et ça continue. Nicole, profitez-en, la vitesse n'est pas plus grande, c'est même le contraire, mais pour la préservation de l'arôme, l'aristocrate est plus performant. Vous serez émerveillé du silence de cet appareil, votre carrosserie toute cabossée. J'ai votre fiche sous les yeux, 3 fois qu'on lui a changé le moteur la première fois il y a 7 ans. Yvette amoureuse. Anne de Guillermo, Yvette, oui. Voilà, c'est comme de la musique. Fin du premier, pour moi, dans mon intimité, j'entends. C'est un mouvement. Vous avez compris. Il y en a qui se causent entre eux dans les bureaux. Vinaver a été pendant toute sa vie PDG de Gillette. Et c'est une usine qui fabrique des machines à café. Donc soit elles parlent à leurs collègues, soit elles parlent au téléphone, aux clients. Donc, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a aucune didascalie. Démerdez-vous. Donc, tout est comme ça. Mais c'est magnifique parce que quand on travaille en tant qu'acteur sur un plateau, c'est du jonglage, c'est du sport de haut niveau, c'est rendre... Voilà où l'acteur est créatif. C'est à l'acteur de rendre clair le sens. C'est une belle mission. Et alors, tout ce qui est évidemment d'ordre psychologique et tout ce qu'on a appris aux jeunes gens dans les années 50, 60, 70, 80, et hélas encore maintenant, l'acteur studio et toutes ces choses-là, vous imaginez bien qu'on n'en a rien à foutre, rien à battre dans ce genre de travail. C'est du sport, c'est de la géométrie, c'est de la musique. Et pour moi, c'est ça, le dialogue de théâtre. Ça s'articule, ça s'inscrit, c'est de la matière, c'est du son, le son fait sens. Quand on a trouvé, quand on a enjambé la difficulté de ça, ça devient génial. On virevolte d'un truc à l'autre. Alors, ce qui me bouleverse sur cette scène aussi, sur cette pièce aussi, c'est que j'étais prof en Lorraine jusqu'en 78. Et en 78 ou 79, il y a Lucien Toune, dont parlait tout à l'heure Romaric, qui est un monsieur très important dans le théâtre français, qui a fait découvrir les auteurs vivants, étrangers ou français. C'est lui qui a fait découvrir Thomas Bernhard, d'ailleurs, et qui fait des mariages entre des metteurs en scène, des auteurs, des acteurs, et qui a demandé au Festival d'Avignon, en 71, de faire un théâtre rapide, avec 3 projets, des acteurs de bonne qualité, des textes à la main. Ça s'appelle mise en espace. Depuis, tout le monde a piqué l'expression. Et ce monsieur qui était, souffle-moi, on ne peut pas plus connu que ça, c'est tellement connu, Jean Vilar meurt. Donc ils vont voir Paul Puot qui dit « Ok, faites-le ». Et ça a démarré l'aventure Théâtre Ouvert. Tout le monde est passé par Théâtre Ouvert. Moi, j'ai commencé en même temps que Jean-Luc Lagarce, en 81. Déjà, il y avait là, présent, Coltès. Il y avait là aussi Enzo Corman. Et il y avait aussi Wenzel. Donc, je vais donc à cette fac de Metz, où je faisais du théâtre universitaire, moi, et je vois une mise en espace de cette pièce, où les gens étaient bouche ouverte parce que c'était tellement étrange. Ils avaient des bureaux, des téléphones. À l'époque, ce n'était pas les portables, hein, c'était les téléphones à touche. Alors, ils avaient des textes à la main. Alors, quand ils avaient lu le texte, ils foutaient le texte par terre, parce qu'il y avait une espèce de bordel, de choses qui étaient très vivantes, très, très belles à voir. Moi, j'avais 30 ans, peut-être, je ne sais plus. Ça m'a fasciné. Donc, une amie de Metz m'a dit « C'est ce petit monsieur là-bas à qui tu dois envoyer tes textes. » J'avais commencé à écrire. Alors, à ce petit monsieur, j'ai envoyé mes textes. Et 1 an plus tard, à Beaubourg, en mars 80, dans une salle, il y avait les Travaux et les Jours de Vinaver,
mis en scène cette fois par Alain Françon, et dans l'autre salle, une pièce de moi mise en scène par Viviane Théophilides. Donc j'ai trouvé ça troublant. Et quand j'étais au programme du bac, j'ai eu un livre qui est sorti sur moi par Michel Corvin, distribué par les éditions théâtrales, qui distribuait aussi une revue consacrée à Vinaver. Donc chaque fois que je vois Michel, je lui dis « Ah, Michel, tu es mon... je sais pas quoi, tu es mon guide. » De même, Vinaver, c'est un théâtre sans ponctuation, un théâtre qui interroge aussi les mots. Qu'est-ce qui, selon toi, quel est l'intérêt selon toi de cette absence de ponctuation dans le théâtre et dans le tien en l'occurrence, puisque tu as aussi... J'ai piqué. Vous savez, en latin, il n'y a pas de ponctuation. Et je trouve que la non-ponctuation, bon, ça pourrait paraître une coquetterie, c'est pas une coquetterie parce que je pense que ça rend compte de l'urgence de la parole, ça rend compte de la parole ordinaire, qui passe souvent du coq à l'âne, qui ne fait pas de ponctuation. Ce n'est pas la parole du speaker ni de l'homme politique qui stationne, qui fait des points-virgules, des points de suspension. C'est une parole vive, dans l'espace, de communication adressée. En voilà un exemple. Je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. Monsieur Albert Jodouard, qui est un des chefs d'équipe. Monsieur Albert, qui est mort il y a 8 ans, le papa de Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, on ne le voit jamais, au contraire de Monsieur Albert. Monsieur Albert, c'était rare qu'il ne s'arrête pas chez nous une fois ou deux dans la semaine. L'après-vente Jodouard, tu vois, il me tutoyait, c'est le cœur. Je ne dis pas que c'est l'organe le plus important. L'entreprise a aussi besoin de jambes et de bras et de poumons et d'estomac. Mais quand on répond au téléphone et quand on écrit à une cliente qui est en difficulté, une cliente qui s'adresse à nous est toujours une cliente en difficulté. Quand elle s'adresse à nous, c'est qu'elle a besoin d'être aidée, rassurée. C'est la façon dont on lui répondra qui fera qu'elle s'attachera davantage encore à Cosson ou qu'elle détachera pour la rejeter vers Mixwell ou Beaumoulin et Vlan. Et puis, Yvette répond « Je crois que je suis aimable, monsieur, et qu'aucune cliente ne s'est jamais plainte de moi. Je dois... » Voilà, il faut réfléchir, bien réfléchir. Et Yvette lui répond « Vous sentez l'ail? Excusez-moi. » Et il répond « Le petit crouton frotté d'ail dans la salade. » Pof! À nouveau, mouvement. Deuxième mouvement. Ce sont des mouvements. Et je ne suis pas musicien, moi je ne connais rien en musique, j'écoute rarement de la musique. Mais je sentais bien qu'il y a des J, des que, des pe. J'ai fait à la fac, j'ai fait une maîtrise de lettres, donc on m'avait appris le nom, j'ai oublié depuis tous ces phonèmes. Et j'ai vu que ça... Et je disais à l'instant à mon camarade, j'ai compris dès lors que, d'abord, d'une part, le dialogue au théâtre, c'est une partition, que le son fait sens. Et l'autre chose, j'ai compris qu'un paragraphe au théâtre, c'est un bâtiment qui doit tenir droit, comme un bâtiment d'architecture. Et j'adore l'architecture. C'est une chose qui me passionne. Et actuellement, l'architecture est très mise en valeur, tant mieux. C'est tout à fait important dans la cité, dans le désordre actuel, le manque de repères, de phares, de grands esprits éclairés, de clarté intellectuelle. Nous avons des gens qui réfléchissent sur la cité, dans le terrain, sur le matériau, sur l'espace, sur la lumière, sur le chauffage. Et je trouve ça absolument une utopie. C'est une utopie qui nous reste. Il y a autre chose que tu as aussi, qui t'intéresse aussi chez Vinaver, c'est les dialogues tressés, tu l'évoquais tout à l'heure justement. Voilà, c'est des dialogues tressés. C'est-à-dire que A parle à C, pendant que B parle à D. Et même, il est allé très loin. C'est le premier qu'il a fait, à ma connaissance, en tout cas en France. Il met des petits tirets. Et puis, c'est au metteur en scène de décider qui parle. Alors, je n'ai peut-être pas trouvé là, parce que je n'ai pas pensé le faire. Mais moi, je l'ai fait aussi, du coup. J'ai volé beaucoup. Pas ce qui se raconte, mais comment il fait. Parce qu'il faut oublier que tu aspires au vrai au théâtre. C'est-à-dire que là, le fait qu'on ait cet enchevêtrement de dialogue permet d'atteindre une certaine vérité sur scène. Oui, j'ai toujours ça aux acteurs. Il faut que ce soit vrai. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on dise « Ah, mais oui, j'ai déjà entendu quelqu'un qui parle comme ça. Ah oui, j'ai déjà vu quelqu'un se tenir comme ça. » Dire qu'il y a cette nécessité, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas du délire, c'est pas... c'est vrai. Je fais un drôle de parenthèse qui va peut-être vous surprendre. Juste avant de venir prendre le train, le matin, je vais à la télévision en prenant mon petit déjeuner.
Et vous savez, il y a une publicité sur les assurances. Et on voit des stars qui se sont interrogées. Alors, on ne voit pas l'interlocuteur, mais on voit la star. Et c'était Jeanne Dalibard, l'actrice que peut-être vous connaissez certains, qui est très connue. Et Jeanne Dalibard, c'est que des choses fausses. On lui dit alors, l'assurance, machin. Alors, elle fait des trucs comme ça. Elle fait... Enfin, que des trucs artificiels. Et je lui dis, Jeanne, ça ne va pas du tout. Je lui ai dit ce matin. Mais bon, elle n'a pas entendu. Et j'ai trouvé ça très bête et très dommage. Parce qu'en général, les acteurs, ils sont tous comme ça. Ah oui, ah oui. Ah bon, alors, bon, ils essaient d'être vrais. Elle n'est pas vraie. C'est dommage. Bon. Mais ça, temps, le vrai est interrogé, enfin le vraisemblable est interrogé depuis quand même des siècles dans le théâtre. C'est-à-dire que chacun a presque sa notion du vrai au théâtre quand même aussi, non? Oui, je sais pas. Je sais pas. On peut être vrai de différentes façons. Parce qu'on distingue, c'est vrai, le vrai, le vraisemblable, le plausible. On est dans des nuances parfois aussi. En tout cas, que ce soit crédible, que ce soit possible, qu'un humain puisse le faire. Tu vois, parce qu'on peut être vrai en faisant des choses étranges. Moi, je viens de faire un atelier avec des étudiants de Nanterre qui veulent être certains comédiens. Et la scène, le mari lui dit tête à droite, il la prend en photo. Et l'actrice, qui est un peu givrée, je crois, elle est complètement folle, cette fille, mais je l'adore. Eh ben, au lieu de faire comme ça uniquement, comme feraient 3/4 des actrices, elle a fait ça, puis après elle a fait ça, comme ça. Elle a un bébé dans les bras, un faux bébé, bien sûr. Et alors on peut dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais ça se fait pas. Mais elle le fait. Parce que c'est son vrai à elle. Tu as raison de dire qu'il n'y a pas une façon d'être vrai, il y en a plein. Mais on se dit, bah ouais, tiens, ça c'est tout à fait... Elle, dans la vie, elle le fait. Si je lui dis quelque chose, elle te fera... ah, ben ça va bien aujourd'hui. Elle fait un geste un peu plus que les autres. Bon, mais c'est elle. C'est elle, c'est vrai. Donc être vrai, c'est vrai que c'est... Tu as raison de le signaler, qu'il faut que ce soit vraisemblable. En tout cas, plus que vrai, alors vraisemblable. Et dans le mentir vrai du théâtre aussi. Oui, c'est ça. Le théâtre, c'est que du mensonge, c'est que du simulacre. Mais il faut que dans ce simulacre, il y ait un rendez-vous précis. Vous savez, les effets de réel qu'on fait au boulevard, ils sont troublants, mais il n'y a pas que le boulevard. Faire un effet de réel tout à coup, de dire ça sent mauvais ici, non? Et les gens se demandent s'ils ont marché dans une crotte de chien, etc. Il y a toujours cet endroit... Je parlerai d'émotion. Et l'émotion, beaucoup, longtemps, ont cru que c'était pleurer. Si tu n'as pas pleuré, tu n'as pas joué. Et l'émotion, pour moi, c'est pas ça. C'est peut-être faire une grimade, peut-être être ridicule, peut-être avoir les épaules voûtées, peut-être... et d'un seul coup, pas beau, alors qu'on peut être beau. C'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit ailleurs que sur un plateau. Et quand on délocalise quelqu'un, le grand choc pour moi dans ma vie, c'était Vitesse, Antoine Vitesse. Quand j'ai vu Hamlet avec Cantarella en 81 à Chaillot, je me suis dit, tiens, il y a une couille. Parce que Richard Fontana, l'acteur, entrait, disait le texte comme ça, comme s'il disait un télégramme, sans aucune théâtralité. Quand Gruber a monté la Comédie Française, qu'il a vidé d'ailleurs, la Bérénice, il disait les vers, mais comme si c'était une italienne. Vous savez, l'italienne, c'est se dire le texte entre nous, entre acteurs, avant la représentation. Ou l'allemande, c'est dire le texte dans les places. Et quand j'étais acteur, la seule chose qu'on m'ait appris de vraiment bien, c'est de faire des italiennes. Et là, on découvre des petites merveilles dans le mot, dans un phonème, dans un truc, des petites surprises dans une italienne, parce qu'on pense des fois à autre chose. On finit machine à lasser, mais la chose qui apparaît. Et il disait, bon, c'est pas le vers, hein, rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. C'est Titus qui réfléchit tout le temps, il réfléchit à l'intérieur, Titus, voir s'il va virer cette juive ou pas. Et les gens disaient plus fort. C'est avant les sonotones. Et Richard, il baissait encore d'un ton, parce que sa partition, c'était mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'entendais en sous-texte, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que mon peuple va être content? Cette femme, je l'aime, mais il faut que je la vire parce que le peuple ne la veut pas.
Bon, ça rappelle beaucoup de choses de dire ça aujourd'hui. On continue Donc didascalie, non-ponctuation. On en vient à un autre auteur aussi qui travaille aussi sur un mot que tu as employé, la partition, à savoir Samuel Beckett, qui semble avoir aussi prédit ton œuvre. Bah alors Beckett, c'est un cas, quoi. C'est vraiment un cas. Je connais personne jusqu'à présent qui ait dépassé les audaces de Beckett. Mais il n'avait pas le choix. Quand on lui a demandé, mais pourquoi vous mettez des gens dans des poubelles ou dans des jarres, il a répondu, mais parce que je ne sais pas comment les faire entrer ou sortir. Et je crois qu'il était sincère. Et alors, évidemment, il y a ce texte sublime qui est Oh les beaux jours, qu'a créé Madeleine Renaud. Et moi, à l'époque, quand j'étais ado, c'est pas de la nostalgie, hein, à 8h30, avec ma maman, j'ai vu Oh les beaux jours, avec Madeleine Renaud, en noir et blanc, filmé, je crois, par Marcel Craven, mais ça, j'en suis pas sûr. Et on voit ça, par exemple, au hasard. Hein. Pas vrai, Willy? Un temps, se tournant un peu plus fort. Pas vrai, Willy, que même les mots vous lâchent par moments? Un temps, elle revient de face. Qu'est-ce qu'on peut bien faire alors jusqu'à ce qu'ils reviennent? Se coiffer, si on ne l'a pas fait, ou s'il y a doute, se curer les ongles, s'ils ont besoin d'être curés, avec ça on peut voir venir un temps. C'est ça que je veux dire, un temps. C'est tout ce que je veux dire, un temps. Ce que je trouve si merveilleux, qu'il ne se passe pas de jour sourire. Le vieux style, fin du sourire. Presque pas, sans quelque mal. Willy, c'est son vieux mari qu'on aperçoit derrière le monde dans lequel elle est. Vous savez, Willy, elle est dans un monde, elle est enfermée, elle s'enfonce dans la terre. Voilà l'allégorie. Willy s'effondre derrière le mamelon, Winnie se tourne vers l'événement. Pour un rien, elle se renverse au maximum. Rentre dans ton trou à présent, Willy, tu t'es exposé suffisamment. Un temps. Fais comme je te dis, Willy, ne reste pas vautré là sous ce soleil d'enfer, entre dans ton trou. Un temps. Allons, Willy. Willy invisible se met à ramper vers son trou côté jardin. À la bonne heure, elle suit des yeux sa progression. Pas la tête la première, Nigo. Comment feras-tu pour tourner? Un temps, voilà. Demi-tour. Maintenant, marche arrière. Un temps. Oh, je sais bien, mon chéri, ramper à reculons, ce n'est pas de tout repos, mais on est payé de sa peine, en fin de compte. Un temps. Ton col crème. Il revient en rampant, le chercher, le suit des yeux. Le couvercle. Il retourne en rampant vers son trou, elle le suit des yeux agacés. Pas la tête la première, je te dis, un temps. Plus à droite, un temps. À droite, je te dis, un temps agacé. Mais bas les fesses, bon Dieu. Un temps. Maintenant, un temps. Voilà. Toutes ces injonctions d'une voix forte, maintenant de sa voix normale, toujours tournée vers lui. Est-ce que tu m'entends de là? Un temps. Je t'en supplie, Willy. Seulement oui ou non. Est-ce que tu m'entends de là? Seulement oui ou rien? Un temps. Willy maussade. Oui. Willy revenant de face, même voix. Et maintenant? Willy agacé. Oui. Willy moins fort. Et maintenant? Willy encore plus agacé. Oui. Willy encore moins fort. Et maintenant? Un temps un peu plus fort. Et maintenant? Willy violemment. Oui. Winnie même voix, qu'il pleure, oh mon Dieu, qu'il frémisse de honte. Un temps, t'as entendu? Willy, oui. Winnie même voix, quoi? Un temps, quoi? Willy, qu'il frémisse. Un temps, même voix, de quoi? Qu'il frémisse de quoi? Willy, violemment, qu'il frémisse, etc. Donc, pareil, on est devant un monument, on ne comprend rien. Et on se dit, mais il faut le relire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis après, on voit le film avec Madeleine Renaud. Et là, on est stupéfait. Parce qu'elle dit ça comme si elle disait Jean-Louis, tu m'apportes du beurre ce matin et mes cigarettes, s'il te plaît. Elle l'a créé. Elle a joué toute sa vie. Alors, une fois, j'étais à Barcelone. Il y avait un hommage à Coltès, qui était déjà mort. Il y avait Azama et moi. Et au centre culturel, nous ont dit, on vous a fait une farce, vous allez voir, on vous a fait un petit montage, pas piquer des verres. Alors, ils nous montrent 2 écrans. Sur un écran, il y avait Madeleine Renaud qui jouait Oh les beaux jours. Sur l'autre écran, il y avait Denise Jans, qui pourtant est une grande actrice, qui jouait Oh les beaux jours.
récemment créé au Théâtre de la Colline par Claudia Stavisky. Alors là, c'était deux mondes, de jeux, autant Denis Jean dramatisait quand elle était plus visible que comme ça, autant Renaud, elle était enterrée presque. Elle continue à parler exactement pareil. Ah oui, quelle heure est-il? Ah bon? Ah bon? Alors qu'elle avait été entièrement enterrée dans le sol. Donc il y a, il y a la grâce et puis il y a le talent. Ce qui est intéressant chez Beckett quand même, c'est que c'est quelqu'un qui est passé d'abord par la parole, on a quand même des textes où on a des répliques, pour ensuite aller vers une expérimentation beaucoup plus poussée, avec les dramaticules par exemple, le va-et-vient, acte sans parole. Et, un théâtre sans parole, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, par rapport à ta façon de... Moi j'ai du mal à un théâtre sans parole, mais je comprends ce qu'il fait lui, c'est-à-dire que il n'a pas le choix. Et j'ai vu, peut-être que vous l'avez vu aussi, un film de Marine Karmitz dans une expo qui s'appelle Voilà, il y a au moins 15 ans, je ne sais plus, le temps passe tellement vite au Musée d'Art Moderne. Et il y avait un film avec Michael Lonsdale, Delphine Seyrig et Eleanor Hirt qui jouaient comédie dans des jars. Et ils avaient été dirigés par Beckett. Alors, ils parlaient comme ça, odeur de chienne, talin, talin. Il paraît que Delphine Seyrig a dit plus jamais que ce type, plus jamais, plus jamais. Et c'était autre chose, c'était un oratorio, c'était un ovni, c'était un poème, c'était ces trois visages, la lumière qui vient sur eux, et c'est très drôle ce texte en fait. C'est un adultère, ni plus ni moins, mais alors c'était chantonné, et moi j'ai été bouleversé par ça, parce que je me suis dit, tiens, voilà un autre terrain d'exploration, voilà une autre façon de faire, voilà le naturalisme. J'avoue que j'aime pas beaucoup le naturalisme, c'est-à-dire ce qu'on pense être le réel et on le reproduit avec tous les éléments. Or, au théâtre, il faut sélectionner, c'est comme en art, on cadre ça, et puis on élimine ça et ça, on n'a cadré que ça, et on se dit, si je veux ramasser... Vitesse en parle très bien dans ses bouquins. Si on veut ramasser une fleur, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas tous les gestes qu'on fait quand on ramasse une fleur. Si la personnage a plus de 70 ans, il n'y a pas à se mettre la main derrière les reins pour montrer que c'est difficile, etc. Il y a ce qu'on appelle peut-être en art, en design, la stylisation, le minimalisme. Moi, je suis très passionné par le design parce que ça raconte notre civilisation, ça raconte notre recherche dans l'espace, de révéler ce qu'il y a à révéler, soit des maisons, des cafetières, des robes. Là, ce n'est pas un hasard en ce moment qu'il y ait tant d'expos sur le design, l'architecture, parce que c'est ça qu'on regarde tous les jours, c'est ça dans lequel on peut habiter, s'habiller, acheter, s'asseoir. Et je pense que le théâtre fait partie de ce grand mouvement de la révélation de ce que disent ou font les humains. Donc c'est plus que de raconter. Quand les auteurs de théâtre qui me disent « moi je raconte des histoires », j'avoue que je pourrais leur foutre une claque. Parce qu'on raconte toujours des histoires, de toute façon. Un designer aussi. Mais c'est comment on les raconte. Regardez, je prends toujours comme exemple cette toile que tout le monde connaît, qui est Guernica de Picasso. Devant une tragédie pareille, des fascistes qui éliminent un village catalan, il répond par une forme, en noir et blanc. Et chaque fois qu'on passe devant une librairie, chez Gilbert Jeune ou ailleurs, on voit tout le temps Guernica, qui est une image obsessionnelle. Et ça raconte ça, mais ça raconte pas de façon naturaliste, ni mélodramatique, ni de façon utilisant le pathos. Il fait une forme quasiment géométrique qui est archaïque. Et je pense qu'il y a les grands acteurs, j'allais dire les grands acteurs des livres, ils vont chercher là, par là, je dirais. Ils vont chercher d'autres mots, d'autres adjectifs, d'autres façons d'écrire. Maintenant, on dit c'est du Proust. Là, je suis en train de lire la nouvelle traduction des Ambassadeurs de James. C'est incroyablement... On se dit que Proust, il a lu James. Il avait 30 ballets. Il a lu James, c'est pas possible autrement. C'est les mêmes phrases sinueuses, les mêmes incises, il pourchasse l'émotion intime, la pensée intime. Ce que Nathalie Sarraute fera plus modestement, de chercher
derrière le visage ce qu'il y a. Mais c'est tout à fait bouleversant. C'est pour ça que quand on commence à écrire, on ne peut plus s'arrêter. Alors toujours parmi ces auteurs obsesseurs, tu as aussi évoqué Boto Strauss pour cette idée de l'intérieur-extérieur justement qu'on peut aussi voir dans ton œuvre, hein, toujours la chambre, plan fermement, ensuite on passe à l'extérieur, donc ce retour toujours... Ah, je suis très jaloux de ces deux scènes de Boto Strauss, Groß und Klein, grand et petit, que j'ai vu la première fois en 80 à l'Odéon monté par Claude Régis, avec Bulogier. Et il y a une scène, je l'ai là, je ne vais pas vous la lire parce que il faut montrer des photos, puis on ne va pas vous bassiner. Mais tu sais, c'est la scène, il y a un homme, une femme, la femme dort, le mari regarde sa femme dormir. Elle se réveille, lui dit, tu n'as pas le droit de me regarder dormir. Je ne veux pas que tu me regardes dormir. Et à ce moment-là, par la fenêtre ouverte, il y a une femme qui est l'autocoteux, qui est l'héroïne, qu'on voit du début à la fin, qui est un périple où elle cherche son mari et sa meilleure amie. Et elle lui dit, bonjour madame, vous ne pouvez pas mettre une belle robe, s'il vous plaît, que vous aviez l'autre jour quand vous êtes allé à la course de chevaux, s'il vous plaît. N'importe quel auteur aurait fait dire à la dame, à la belle dame, bon, enfin, pour qui vous me prenez, mais qui êtes-vous, mais je vous en prie, cassez-vous, mais quoi, pas du tout. Elle dit, ah bon, mais quelle robe, de quelle robe voulez-vous parler? Regardez dans votre penderie, là, celle-ci, non, pas celle-ci, celle-ci. Ah, celle-là, vous voulez que je la mette? Oui, mettez-la. Alors là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, et du coup, entre ça et ma voisine qui toquait au volet en août chez mes parents, elle disait, vous êtes par là? Elle toquait, on ouvrait le volet, elle disait, oui, vous êtes... Voilà, elle en donnait des fruits de son jardin, des légumes de son jardin. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il y a tout le temps des extérieurs? On voit par les fenêtres s'ouvrent, et on voit, qu'est-ce qu'on voit par l'extérieur? Le monde, la vie, les frémissements, les reflets. Et ben c'est Madame Fesley, ma voisine, elle s'appelle Fesley, elle s'appelait, sa femme du maire. Et puis cette scène, quand j'ai vu cette scène, je me dis, elle est à moi. Et puis il y a une autre scène dans Grand et Petit qui est extraordinaire. Elle cherche un ami, elle arrive à Stuttgart, je crois. Et on lui dit, c'est là. Alors elle fait tous les interphones, c'est nouveau, personne ne l'a fait avant lui. Elle fait tous les interphones, alors on entend... Et puis enfin, elle tombe sur sa copine, qui n'a fait pas monter. Et toute la scène se passe à l'interphone. Jusqu'à ce qu'un Turc arrive sous avec sa femme. Et ça, je trouve que c'est peut-être ce qu'on appellerait la modernité, c'est-à-dire évoquer ce qui est autour de nous, ce qui signale, l'interphone. Bon, la fenêtre ouverte, non, mais la réaction. Le poète fait qu'il trouve un autre scénario, et pas justement « cassez-vous, qu'est-ce que vous faites, de qui êtes-vous, pour me parler comme ça ?» Non, il y a cette espèce immédiatement d'amitié entre cet inconnu et l'habitante. Et et on ne se dit pas, tiens, elle est folle. Pas du tout. Franchement, pas du tout. On se dit, ah, que c'est beau, ça, d'avoir pensé à ça, à ce plausible-là, tu vois. Ensuite, tu as aussi Thomas Bernhardt, qui t'intéressait aussi beaucoup pour le monologue et qui a, encore une fois, t'a permis en tout cas d'expérimenter toi aussi le monologue ensuite. Monologues imbriqués, la série de monologues. C'est pas vraiment le monologue, justement. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait un monologue tout seul. C'est une fois pour une commande télé, pour Anna Chigula, d'ailleurs. Mais c'est tout. Mais sinon, j'en fais 6 ou 3, mais pas un. Le monologue tout seul, ça me paraît un peu la mort du théâtre, ça. Le parent pauvre du théâtre. Ce qui fait que Thomas Bernhardt, il y a un parleur et un écouteur ou une écouteuse. Et puis quelqu'un qui est off. Donc, il sophistique le truc. Alors, il y a une pièce que je trouve absolument incroyable, qui s'appelle Le Président. Et c'est lui, il utilise plutôt des personnages de classe sociale importante, des généraux, des poètes, des ambassadeurs. Et c'est la femme du président. Le président, il est dans sa baignoire, il fait plof, 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 on entend plof, 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 il fait son bain, prend son bain. Et elle dit à sa femme, à sa gouvernante, qui s'appelle Madame Gay, que en fait, son mari, président de la République, a été attaqué. On a tiré un coup de feu, et c'est pas le président qui a été touché, mais le chien de la présidente. Et donc elle est en deuil de son chien. Et ça, c'est le burlesque. Je peux lire cette pièce. Ça commence comme ça. Aussi, il faut le faire, ça. Bon, alors, il donne des trucs de décor chantissimes. Tout le monde se jette dessus, le metteur en scène, il met tout ce qui est écrit. Il ne faut peut-être pas.
La présidente, ambition, haine, rien d'autre. J'ai piqué exactement ça, je dois dire, excusez-moi, de la maison des morts. Pas exactement, mais presque. Madame Gay hante, c'est la gouvernante, avec une pile de vêtements. Hein. À col montant, désignant une robe. Elle plaque la robe sur son corps. Elle est passée de mode, Madame Gay. Ramassez, elle la jette, ramassez-la, ramassez. Elle la ramasse. Elle est passée de mode, de la tête, Madame Gay. C'est à Paris que je l'ai achetée, avec mon fils, au printemps, Madame Gay. Pour l'enterrement de mon frère, son oncle, il y a 3 ans, on jouait alors Carmen, l'opéra préféré de mon mari. Les anarchistes sont partout. Madame Gay, il ne recule devant rien, Madame Gay, jette la robe par terre. Maintenant, il procède avec méthode, dit le meunier, et qu'il s'agit de fous. Ils haïssent mon mari, Madame Gay. Vous avez lu ? Il faut que le président s'en aille, ont-ils écrit ? Il faut que le président s'en aille, clapotis de l'eau. Jamais ce pays n'a eu un tel président, un aussi bon président que mon mari. Tiens, ça sonne bizarrement quand je lis ça. Il n'y en a jamais eu dans ce pays. Madame Gay ramasse la robe. Mais elle est totalement passée de mode. Apportez celle à 4 boutons. Allez, qu'attendez-vous ? Allez. Elle sort avec la robe à col montant. Celle à 4 boutons. Vous entendez ? Clapotis de l'eau. La 4 boutons, Madame Gay. Si on sonne, c'est le nouveau colonel pour elle-même. Un malheur, un tel malheur. Et n'oubliez pas les serviettes de bain et faites monter le masseur, mais seulement avec un laissez-passer, Madame Gay, la tête. La balle aurait pu toucher la tête, nous n'aurions pas dû aller au monument du soldat inconnu. Ne plus aller, ça c'est très bernardien, ne plus aller au monument du soldat inconnu, ne plus aller au monument du soldat inconnu. Tu entends ? Dit-elle à l'homme qui est dans sa baignoire. C'est une écriture très verticale, très lapidaire aussi. Hein, oui, alors tu sais, Bernard est né en 1931. Et il a eu une pneumonie, il a arrêté l'école très vite, il a fait de la musique à Salzbourg, et il ne voulait plus aller à l'école. Et c'est un enfant bâtard, le pauvre, et à l'époque surtout, et il a fait les jeunesses hitlériennes. Et puis ensuite, il a été épicier, à 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Il ramassait des patates, et sous la pluie. Et un jour, il a eu une pneumonie terrifiante, qui n'a pas été bien soignée. Il raconte dans toutes ces 4 livres qui sont sa biographie, comment on le soignait à l'époque, avec un infirmier qui avait une grande aiguille, avec du produit, qui se jetait sur lui et faf, il lui envoyait dans la poitrine la seringue. Donc cette pneumonie n'a jamais été bien soignée et il respirait très mal, d'où son refus d'être interviewé parce qu'il ne peut pas marcher. Et son demi-frère était médecin. Donc en 89, à 58 ans, il a demandé de mourir. Donc son frère lui a fait une piqûre et il est mort. Et vous voyez comment c'est écrit, comme il respire. Mon petit chou, tout cela, c'est des segments entassés, ça j'ai beaucoup utilisé ce système, se préparait depuis des années, dit l'aumônier, c'est parti des universités, voilà les foyers d'infection, Madame Gay, tout d'un coup on a arrêté quelques centaines d'étudiants, et puis encore quelques centaines, ils se sont révoltés. Vous entendez, il y a des rimes intérieures, des rimes finales, c'est comme des faux vers, segments entassés. Et regardez aussi, dans ces récits que j'adore, il y a tout le temps ça aussi, l'abondance et la répétition des noms propres, des patronymes. Et pour finir, ils ont abattu Merz, le directeur de la banque, et après Merz Hansing, et après Hansing Taos, et après Taos Müllner, et après Müllner Hamreich, et après Helmreich Friedrich, et après Friedrich Wallner, et après Wallner Peter. Ils ont supprimé 19 personnes, Madame Gay. Et avant le colonel, qui ont-ils abattu avant le colonel, dites-moi? Avant le colonel, le président tous, le président le masseur éclate de rire. Qui ont-ils abattu avant le colonel? 2 jours avant le colonel, ils ont abattu le directeur général des chemins de fer. Donc, et puis elle regarde le panier vide, elle dit « Et toi, mon petit chou ?» en voyant le panier du chien vide qui a été tué dans l'attentat. Donc ça, c'est... Thomas Bernhard, pour moi, c'est un génie. Je vous conseille vivement de lire tous ses récits. Parce que lui aussi, un jour, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un jour quelqu'un qui arrête de mettre scène, rideau, tableau, et il met 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il n'y a plus de chapitre. On ne peut pas aller boire un coup, pisser. Si on entre dedans, on ne peut plus s'arrêter. Il y a
c'est un ensemble, c'est un matériau, on entre, et ça se répète, ça répète. J'ai des fois compté comme ça, quand je faisais le stage pour les acteurs, il y a 45 fois le même nom qui est répété à toutes les lignes. Mettons, Hérisao, c'est pas ça, c'est le nom où Walzer est mort. Hérisao machin, alors Hérisao, et c'est répété dans la page 42 fois. Toutes ces innovations, toutes ces sonorités, toutes ces audaces, toute cette folie m'ont évidemment bouleversé, influencé, ça c'est sûr. Et tu as des questions? Non. Alors ça, tu connais? Non. Je connais pas. Pampan, tu auras Pampan. Alors voilà, ça c'est Robert Walser. Vous connaissez peut-être Robert Walser. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. C'est un type qui est suisse, qui est né à la fin du 19e siècle. Et puis un jour, il dit « je suis fou ». Il va à Hérisao et il dit « je suis fou, enfermez-moi ». Et il passe toute sa vie à trier des lentilles. Et il y a un très beau livre de Carl Selling, Promenade avec Robert Walser. Et ils vont dans le Oberland bernois tous les dimanches, etc. Et ils parlent de tout et de rien. Ils mangent du jambon de pays, etc. Et en 56, il fait une promenade tout seul, sans Carl Selling, et il meurt un dimanche 56 de Noël. Un dimanche de Noël 56, dans la neige. Et là, j'étais en vacances avec mon cher Huisman, qui est ici présent. Et on était dans mon pays natal, en Franche-Comté, qui ne connaissaient pas, je qui connaissent. Et la journée, on voyait des paysages verts, de l'eau, des forêts, des sapins. Et le soir, dans ma chambre d'hôtel, je lisais avant le dîner. Alors que le jour commençait à poindre sur ma route, je me disais qu'il était extraordinairement beau d'avoir marché toute une nuit dans l'obscurité, puis de voir le matin s'extraire, vivant, avec toutes ses couleurs, de ses alentours gris et blafards, et d'assister à l'éveil de tous les sons et de tous les mouvements. Mes pas eux-mêmes étaient plus vifs et plus alertes. Tous les objets, maisons, arbres, haies, chemins, etc., s'ébrouaient gaiement. Dans la fraîcheur et la crudité matinale, tout semblait rire ou du moins sourire. Parfois dans le silence qui ouvrait ses yeux. Le silence qui ouvrait ses yeux clairs et sereins, ça c'est quelque chose. Comme un regard d'enfant, un volet vert s'ouvrait. Et un visage apparaissait. Non pas un masque renfrogné, fort heureusement, mais un visage de jeune fille. Rouge, jaune et bleu, des fleurs jetées autour d'elle, des regards sages. Voilà. Ça, alors, j'ai beaucoup, pour crier gars, que vous aurez, j'espère, le bonheur de voir l'année prochaine ici, grâce à notre ami Romaric, pièce que j'ai écrite pour Christophe Huisman et Gaëtan Wursch. J'ai beaucoup utilisé cette singularité des adjectifs pas prévus. J'ai osé écrire « les prunes étaient lisses ». Et lui, voilà ce qu'il dit. Il dit des regards sages. Les fleurs jetaient des regards sages. Déjà, il faisait chaud et le soleil brillait. Je ne veux pas décrire en long et en large à quel point la clarté du monde me paraissait radieuse et émouvante. Ce sont des choses qu'il faut sentir plutôt que dire. Deux matinaux que je croisais s'émerveillaient et se réjouissaient comme moi de la naissance du jour. Or, la naissance du jour, c'était un livre de Colette. Et quand j'ai fait une maîtrise à Besançon, j'ai fait une maîtrise sur Colette et sur Barbé d'Aurevilly. Et Colette a un livre qui s'appelle La naissance du jour, et elle raconte dans Sido une page que tous les lycéens, enfin en tout cas de ma génération, ont lu. Elle allait à 5h du matin dans la rosée cueillir des fleurs, et elle a cette même appétence à nous donner, à sentir, voir, entendre le bruit du monde. Oui, ça m'émeut d'en parler de ça. On va passer aux images. Alors ça, c'est toi qui bouges les images. Tu peux me demander pourquoi j'ai choisi ces trucs. Oui, donc voilà, tu as choisi plusieurs œuvres à nous montrer, d'artistes bien différents, toutefois. Je te laisse commenter donc la première, Pierre Bonnard, Nu dans le bain, 1937. Alors, ça marche, ça? Non. Ah si, ça marche. En fait, je tourne le doigt des personnes, c'est pas bien. En fait,
on n'a pas réussi à trouver ici, et on le trouve difficilement. Je l'avais dans l'IB, je l'ai découpé, et puis je faut que je l'ai mis. Je l'ai tellement bien rangé, je ne l'ai pas retrouvé, pour vous l'apporter. Mais en tout cas, il y a ça, et il y a une autre toile de Pierre Bonnat qui s'appelle Le Bain. Et il a peint cette femme qui s'appelait Marie Boursin, mais qui s'est fait appeler Marthe, toute sa vie, même après sa mort. Et puis je trouvais que cette toile était très mortifère. C'est pas du tout femme à la toilette comme Degas, sensuelle. Alors il y a des toiles de Bonnard, on voit la croupette de Marthe, ses petits seins pointus, dans des positions tout à fait sensuelles, etc. Ça, c'est bien avant. Mais là, en 1937, il peint une Marthe demi-morte. C'est comme une ondine. C'est comme un... Et alors, dans Le Bain, que vous ne voyez pas là, mais imaginez, c'est cadré sans les pieds, et avec on voit que les premiers carreaux. Et le corps est blanc, comme une limande, et la tête est quasiment dans l'eau. Or, Marthe est morte, je l'ai su très récemment, est morte d'un cancer du larynx. Et il n'a pas Marthe après sa mort. Donc il a fait je ne sais pas combien de toiles concernant cette Marthe dans Le Bain, et de plus en plus, je dirais, ailleurs. Et je prends cette toile pour montrer comment on passe d'un geste banal et quotidien à l'allégorie. C'est la mort future, c'est l'étrangeté de cette toile, qui n'est ni sensuelle, ni qui est fascinante peut-être, mais en tout cas, c'est mon grand travail aussi, moi, en tant qu'écrivain, c'est comment je passe du fait divers à l'allégorie. Comment la transformation, comme a très bien dit tout à l'heure notre ami, la reconstitution. On passe à une autre. Oui. Donc la lettre d'amour de Vermeer. Alors là, c'est toi qui vas parler, mon chéri. Parce que, alors lui m'a raconté un nombre de trucs tout à l'heure, je ne savais pas du tout. Alors moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi la pièce. Après, lui, il va dire des trucs qu'il m'a appris à l'instant, tout à l'heure, que j'ignore totalement. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que souvent, je dis aux jeunes gens, il ne faut pas traiter au théâtre un sujet. Parce que sinon, de la morale, sentimentale, et on réduit le champ d'action, les pauvres, les gens à Calais, ou qui sont sans logis, etc. C'est un sujet, et souvent ça amène au mélodrame, ça amène au drame, il faut faire un jugement, on s'identifie. Enfin, toute une démarche qui m'est absolument étrangère. Mais en revanche, un thème, ça me paraît le plus juste. Je parle en mon nom, bien sûr. Or là, le sujet est éloigné, c'est la lettre d'amour. La patronne, c'est la patronne parce qu'elle a un instrument de musique. Elle montre à sa domestique une lettre. Mais au premier plan, on ne voit pas bien là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des serpillères, des seaux, des balais. Le thème, c'est, comme toute la peinture de cette époque, Peter de Hock, Vermeer, c'est une journée aux Pays-Bas au XVIIe siècle. On peut même se dire que le facteur vient de passer, que les carreaux sont fraîchement lavés, qui sèchent. Les portes sont souvent ouvertes derrière, dans d'autres toiles, j'entends. Et alors, qu'est-ce que tu m'as appris tout à l'heure, qui était extraordinaire? Tu peux le répéter? Non, je disais juste que Vermeer travaillait toujours sur l'allégorie, et chaque objet chez lui est allégorique. Et ici, en l'occurrence, c'est cette domestique là qui vient donner la lettre en fait à cette dame. Et donc, c'est sans doute un amant caché qui vient porter une lettre. Donc là, c'est le mystère que Vermeer aime cultiver en général. Mais disons que le fait qu'on ait une porte entrebâillée dans la pénombre, ici, ça peut montrer aussi qu'elle est espionnée. Et en bas, le balai, c'est une allégorie du fait qu'il faille justement qu'elle se débarrasse un peu de ses ambitions amoureuses, disons, de son infidélité, avec les chaussures notamment aussi à côté, les pantoufles qui marquent déjà son statut social, mais qui évoquent surtout le fait qu'elle ait les pieds nus, symbole d'érotisme à l'époque. Et enfin les tableaux derrière, bon, c'est du souvenir aussi, mais les tableaux derrière donc représentent la mer, c'est bien ça, la mer, les nuages. Et en fait, ça signifie à l'époque que le mari est parti. Donc c'est tout ce qui se passe pendant que le mari est parti. Peut-être espionnant ici la situation justement, avec l'accord ou non de la domestique, mais voilà, il y a cette relation tout à fait intéressante d'un point de vue allégorique.
Voilà, d'où la perspective des dalles justement qui mène vers le sujet central. Ça c'est génial, c'est passionnant. Et toute la peinture hollandaise est très codée comme ça. Depuis le Moyen-Âge, hein, aussi, quand on voit, vous savez, ces grands personnages, et les tout petits, les tout grands, c'est ceux qui ont payé, les idiots, ils ont payé le peintre pour avoir des indulgences, c'est-à-dire pour avoir le paradis. C'était après l'an 1000, ils ont eu tellement peur, ils donnent de l'argent pour être représentés sur la toile, comme ça ils iront au paradis. Bon, ça nous a donné de belles toiles, hein, ceci dit. Alors ensuite, nous avons ce tableau d'Edward Hopper. Alors, en fait, j'ai demandé à Hervé de mettre Hopper, parce que d'abord, c'est un peintre, on a tout piqué à lui dans la pub, partout, au cinéma, enfin, ce peintre de l'instantané, de l'invisible, du climatique, qui nous inspire tous, ces écrivains, tous les artistes, un instantané. C'est la peinture de cette femme toute seule qui attend, en 1927. Moi, quand je vais à Amiens, il y a une baraque près des ortillonnages. Je me dis, ça, c'est une baraque de Hopper, une grande maison comme ça, un peu sinistre. Ça aussi, bon. Mais vous allez voir pourquoi j'ai parlé à Hopper, parce que ce que j'adore dans l'art, c'est comment quelqu'un tire les fils entre ce qu'il y a avant et ce qu'il fait actuellement. Et vous allez voir tout à l'heure un photographe hollandais qui a 50 ans, qui a hélas à Parkinson, qui est Gregory Crotson. Je le prononce sans doute mal parce que je ne suis pas angliciste. Ce qui est intéressant aussi pour Hopper, tu parlais du quotidien tout à l'heure, mais justement Hopper c'est un peintre qui s'intéressait beaucoup au way of life américain. Enfin, c'était ça son but aussi, c'est de prendre des tranches de vie presque de cette société voilà, qui vivait bien. Quoi. Le contraire du photographe d'ailleurs. Oui, mais alors ce qui est magnifique, c'est qu'il peint l'entre-deux. Il peint l'attente, il peint rien en fait. Il y a des chambres vides, des gens qui attendent, qu'est-ce qu'ils attendent. Il y a une toile incroyable de Hopper, c'est une bonne femme dans une salle de cinéma, une placeuse qui attend, elle est toute seule. Il n'y a personne dans le cinéma. Donc c'est aussi comment le poète, c'est toujours cadre, sélectionne, qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il ne montre pas. Alors voilà, tu étais sur le photographe, non ? Ouais, voilà. Alors évidemment, voilà, Grégory, ça c'est 2003-2005. Et voilà, je vous laisse regarder. C'est plus la même. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Ken, qui est un artiste plasticien, metteur en scène, qui utilise énormément les ambiances de lumière de Gregory Crotson, par des lumières d'autoroute, des choses comme ça. En tout cas, il redonne cette toile est absolument incroyable. Ça fait aussi penser à Lucian Freud. Enfin, je trouve qu'il y a tout un endroit sur le réel comme ça qui est pétrifié. Ce que j'ai lu récemment, donc il y a quelques semaines, c'est qu'il a 51 ans et il est atteint de tremblements. Il a un Parkinson. Et c'est encore plus troublant quelqu'un comme ça qui est vaincu par un mal qu'on ne peut pas trop soigner et qui nous montre le tremblement du temps, des êtres, ce bonhomme qui est, et ce jeune homme qui est au fond comme ça. C'est comme si, je ne sais pas, on sentait le pain grillé, les vieux pieds, la poussière du fauteuil. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'un... Je serais dire impalpable, mais il nous le fait palper, quoi, sentir. Et puis le cadrage, bon, évidemment, là, c'est comme dit Bonnard aussi, tout est dans le cadre. Et l'écrivain, il cadre. Le photographe, il cadre, tout le monde cadre. Et je vous conseille de regarder les bouquins de ce type qui est vivant, donc c'est quelque chose, franchement. Tu nous montres... Cello ? Voilà. Ce que tu as évoqué à la première conférence, tu l'avais évoqué justement. Alors ça, c'est un peintre que j'adore, qui est un peintre du 15e, c'est Paolo Uccello. Et il y a un triptyque qui est la bataille de San Romano. D'ailleurs, j'en parle dans Cri et gage cherche la paix. Voilà.
Je vous laisse regarder d'abord les images. Donc, ce sont là une bataille entre les Siennois et les Florentins. C'est les Florentins qui gagnent, et c'est les Siennois qui perdent. Les Florentins voulaient tout bouffer à l'époque, tous les territoires autour de Florence. Et il y a évidemment un vaincu. Or, vous voyez que les couleurs ne sont... Peut-être, tu peux montrer une autre, peut-être, s'il te plaît. Voilà, les couleurs sont extrêmement vives. C'est dans certaines toiles. Vous voyez, les chevaux, vous voyez à droite, les chevaux sont roses, pastel. C'est pas ferrugineux, c'est pas Goya, c'est pas noirâtre, il n'y a pas du sang, de l'hémoglobine. C'est des tableaux très ludiques, très joyeux. On voit les chevaux qui se cabrent. D'ailleurs, il y a une toile qui n'est pas là, je crois, mais parce que je n'ai pas demandé, qui s'appelle La Chasse. On pourrait voir une lithographie du 19e siècle anglais. Donc moi j'aime bien les gens qui sont comme ça, précurseurs. Et il y a une différence entre le thème et le traitement du thème. Le thème, c'est la bagarre, c'est le meurtre, c'est l'attentat, c'est la victime. Or, la toile ne le dit pas. Elle ne dit pas ce que dit le thème. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette toile. Et pour moi, c'est un guide dans mon travail. Je dis toujours à l'acteur, ce que dit ta bouche, ton corps ne le dit pas forcément. Et là, c'est pareil. Donc, et dans une toile, pas celle-ci, mais on voit derrière, en arrière-plan, mise en abîme, on voit des chiens qui courent après des lièvres, qui les bouffent. Donc, comme s'il y avait la mise en abîme de la dévoration de la victime et du vainqueur, et de l'attaquant et de l'attaqué. Donc, il y a de l'humour, en plus. Et tout à l'heure, tu parlais de peintres, enfin d'artistes qui expérimentent. Là, c'est un peu le cas aussi avec les perspectives, justement. Oui. Tu disais qu'on a le Moyen-Âge derrière et puis la perspective devant, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, Paolo Uccello, c'était très difficile pour lui à l'époque, d'ailleurs, dans ce travail qu'il a fait, pour se faire accepter. Mais vous savez, comme tous, maintenant, on dit « Ah, Picasso, ah, les impressionnistes », mais ça a été pour eux terrible, terrible. Les gens venaient déchirer les toiles des impressionnistes. Maintenant, les bourgeois vont voir l'impressionniste, c'est super, c'est tranquille, c'est cool, mais pas du tout, ça a été très violent. On oublie ça, que Beckett, il a commencé, dans la salle, il y avait 50 personnes. Et ça, j'ai un témoignage d'un acteur, c'est Jean Martin, qui est décédé récemment. Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, on jouait au Césarienne de Lutèce, il y avait 50 et 20 partaient. Quand ils ont joué dans Godot. Beckett, il a commencé à être respecté à 52 ans. Or, il commence les poèmes à 16 ans au Trinity College. Donc, on oublie toutes les bagarres qu'il faut faire pour montrer ce qu'on veut montrer. On va s'arrêter là. Je crois que c'était comme ça un petit voyage ensemble. Et puis merci encore à Romaric d'être là et de faire tout ce qu'il fait. Et à Christophe, mon cher Christophe. Et à vous tous qui êtes là. Et puis merci à ce jeune homme qui est si attentif. Et on parle avant, vous savez, on se raconte plein de choses avant. Ah, ça l'a bouleversé, Paolo Uccello.